Le 25 janvier 2019, au petit matin, des policiers se rendent dans un quartier calme de Tomball, au Texas. Une fois arrivés sur place, ils font une macabre découverte, le corps sans vie d'Elizabeth Barraza, une femme sans histoire, gît devant chez elle, alors qu'elle s'apprêtait à faire un vide-grenier. Son mari Sergio venait tout juste de partir au travail. Elle a reçu 4 balles. Une enquête de voisinage commence avec cette question. Qui a pu tuer Elizabeth, une femme tranquille que tout le monde appréciait? A-t-on affaire ici à un meurtre au hasard? À un meurtre prémédité? Ou son premier client de la journée a-t-il voulu lui piquer quelque chose? Les enquêteurs vont avoir en leur possession des images de vidéosurveillance, les images du quartier qui ont tout enregistré et qui vont laisser planer, vous allez le voir, un véritable mystère. Bonjour à tous, j'espère que tout va bien. On se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une affaire qui est pour moi l'une des affaires les plus mystérieuses de ces 10-15 dernières années, le meurtre d'Elizabeth Barraza. Je serais ravi évidemment d'avoir vos avis, vos commentaires, vos impressions, vos suggestions, vos théories peut-être sur cette affaire. On va ensemble revenir sur les premières heures de la matinée fatidique. Vous allez voir des images qui ont donc été diffusées sur Internet. Pour des raisons que vous comprendrez, j'ai évidemment coupé le moment où Elizabeth Barraza se fait tirer dessus. J'ai soit coupé, soit flouté, soit bipé certaines choses. Ça n'enlève rien évidemment à la compréhension de l'histoire, mais voilà, c'était pas nécessaire de montrer tout ça et de toute façon YouTube aurait bloqué la vidéo. On en parle à la fin pour avoir évidemment vos avis. C'est parti pour cette histoire. Elizabeth, surnommée Liz, la voici. Elle est née le 26 juin 1989 dans l'Illinois. C'est une petite fille douce et gentille qui fait le bonheur de ses parents, Robert J. Nuel et Rosemary Nuel. Elle grandit avec des rêves et des passions plein la tête aux côtés de son frère aîné. Liz obtient un premier diplôme dans son lycée en 2008, avant d'intégrer l'université Sam Houston State l'année suivante. C'est là-bas qu'elle va faire la rencontre de Sergio Barraza, un jeune homme qui partage exactement les mêmes passions qu'elle. Ils sont fans de l'équipe de baseball des Cubs de Chicago et surtout, ils adorent tout ce qui tourne autour de l'univers Star Wars et Harry Potter. Ils tombent amoureux et se marient le 1er février 2014. Après une licence de psychologie, Liz travaille comme analyste de données dans une entreprise locale où elle est très appréciée. C'est vrai qu'elle ne se prend pas au sérieux, elle aime la vie et ça, ses collègues aiment beaucoup. Sergio, lui, c'est un homme d'affaires local qui bosse avec son père, Oscar, dans leur entreprise de revêtement de sol. Ils achètent tous les deux une maison en 2016, située sur Cedar Walk Drive, dans une banlieue tranquille de Tomball, au Texas. Ils n'ont pas d'enfants, ils ont un petit chien, un petit teckel nommé Diesel, avec lequel ils posent souvent sur des photos qu'on peut facilement retrouver en ligne. Ils vivent une vie tranquille. Les voisins les décrivent comme respectueux, et leurs amis ne les ont jamais vus se disputer. Ils aiment faire plein de choses tous les deux. Par exemple, participer chaque année au Texas Renaissance Festival, vêtus de costumes qu'ils créent eux-mêmes. Ils se définissent comme de vrais geeks.
Et ils sont membres d'un groupe de fans de Star Wars nommé la 501e Légion. Ce groupe est fasciné par les méchants de la franchise et font fréquemment du cosplay en rendant visite aux patients de l'hôpital pour leur redonner le sourire. Et c'est vrai que Liz donne une grande partie de son temps libre pour aller visiter les hôpitaux déguisés en Stormtrooper de Star Wars, pour divertir des enfants extrêmement malades. Elle a le cœur sur la main, Liz. Elle est d'une grande générosité. Nous voilà maintenant en 2019. Le 1er février de cette année-là, Liz, qui est âgée de 29 ans, et Sergio doivent fêter leur 5e anniversaire de mariage. Et pour ça, ils ont prévu d'aller en Floride visiter les studios Harry Potter, évidemment. Le départ est prévu le 27 janvier 2019. Liz est très pressée d'y aller, elle en parle tous les jours à ses collègues. Elle a même fabriqué une paire de chaussures spéciales Harry Potter. Pour gagner un petit peu d'argent avant le voyage, le couple a une idée. Organiser une sorte de vide-grenier dans l'allée de leur maison le 25 janvier 2019. C'est Liz qui s'en occupera parce que Sergio, lui, travaille ce jour-là. Un vide-grenier, vous l'avez compris, improvisé qui n'a pas été communiqué. Aucune info n'a été postée par exemple sur les réseaux. Seules 2 affiches ont été installées dans le quartier la veille de la vente, le 24 janvier. Mais c'est tout. Le 25 janvier donc, Liz se lève évidemment très tôt pour préparer toutes les affaires. On la voit sortir de chez elle pour se rendre au Starbucks, chercher un café. Il est 6h08 quand elle quitte sa maison. Et revient à 6h16. Le tout enregistré par la Google Nest de la maison. Elle semble de bonne humeur, puisqu'elle va même faire une grimace à la caméra. À 6h20, Sergio et Liz commencent à organiser la vente en mettant les affaires dans l'allée. Puis Sergio part lui au travail à 6h48. Liz reste dehors pour terminer l'installation et branche l'alarme de sa maison. Il y a une raison à ça. En fait, le couple a été cambriolé il y a quelques années et Liz est toujours traumatisée par cet événement. Elle préfère, même encore une fois si elle est juste devant la maison, se rassurer en branchant l'alarme. Alors que Liz s'active pour que tout soit prêt, à 6h52, 4 minutes après le départ de Sergio, une voiture présentée comme étant une Nissan Frontier Pro 4X à cabine multiplace de couleur foncée, de 2013 ou plus récente, passe devant la maison, fait demi-tour et se gare derrière la voiture de Liz. Les phares restent allumés, le moteur continue de tourner. Une caméra de vidéosurveillance d'un voisin enregistre alors cette scène. Une personne à droite de l'image sort du véhicule côté conducteur et se dirige droit vers Liz sans hésiter. Liz qu'on aperçoit en haut de l'écran. Elles se font face pendant environ 6 secondes avant que l'inconnu ne sorte un pistolet et tire à 4 reprises, à bout portant, sur Liz. La première balle lui traverse le cou et finit par atteindre la maison. Les 2 balles suivantes atteignent sa poitrine et le dernier est tiré dans son visage. L'individu rejoint sa voiture en courant. Il est 6h53 lorsque le Nissan quitte la rue de Cedar Walk.
Mais événement assez incompréhensible, 2 minutes plus tard, à 6h55, la voiture fait demi-tour et repasse devant la maison de Lise. 3 voisins appellent le 911 pour signaler les coups de feu. Les autorités arrivent rapidement sur les lieux et trouvent Elisabeth Barraza allongée dans l'allée de son domicile. Elle a perdu beaucoup de sang, mais elle respire encore faiblement. Les secours arrivent très rapidement et la transportent à l'hôpital mémorial Hermann situé à proximité. Elle est dans un état critique. La police rentre alors dans la maison et déclenche l'alarme, ce qui alerte par téléphone les parents de Lise et Sergio, qui lui est au travail. Ils prennent tous le chemin de la maison. Sergio arrive à 7h51, juste après les parents de Lise. La police leur explique que Lise a été la cible de tir. À l'hôpital, Lise se bat pour rester en vie et les médecins font tout ce qu'ils peuvent pour la sauver, mais elle s'éteint. Le lendemain, le samedi 26 janvier 2019 à 13h40, Sergio à ses côtés. Lise étant donneuse d'organes, elle sauvera 4 personnes et va permettre à quelqu'un de retrouver la vue grâce à une greffe de sa cornée. Le 1er février, une veillée est organisée. Lise et Sergio devaient fêter leur 5e anniversaire de mariage au parc Harry Potter. Ses proches, sa famille, ses amis, ses collègues se réunissent devant chez elle, tous munis de baguettes magiques ou de sabres laser pour un dernier hommage. Tout le monde, vous l'avez compris, est sous le choc, horrifié par ce qu'il vient de se passer. On a en fait à ce moment-là l'impression que n'importe qui d'autre pouvait être en danger. Et il y a ces questions. Qui a pu tuer Lise Barraza? Pour quelle raison? Et pourquoi à cet horaire précis? L'enquête sur la mort par balle d'Elisabeth Barraza est menée par le bureau du shérif du comté de Harris. La zone autour de la scène du crime est figée pendant plusieurs heures et Sergio, le mari d'Elisabeth, est interrogé à l'intérieur de leur maison, tout comme les voisins et les proches du couple, en supposant que le tueur était peut-être quelqu'un qu'Elisabeth ou son mari connaissaient. On ne trouve pas grand-chose sur la scène de crime. Pas de douille, aucune preuve physique, pas de traces du tueur. Une seule cartouche de petit à moyen calibre est récupérée par la police. Les agents émettent l'hypothèse qu'il s'agit sûrement d'une arme de poing de calibre 380, mais la piste est assez maigre. En fait, le seul élément que les enquêteurs ont en leur possession, c'est la vidéosurveillance. Les caméras de la ville, celle du voisin qui a quand même enregistré le meurtre, et la Google Nest de la maison de Lise et Sergio qui enregistre en permanence. Des images qui nous font comprendre, même si elles ne sont pas de bonne qualité, que ce crime ne tient pas du hasard, que la personne qui a tiré savait parfaitement ce qu'elle faisait et à quel moment elle devait le faire. On a ici affaire à un crime froid et calculé, et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre. Qui a tué Lise et pour quelle raison? On va essayer de s'appuyer sur ces images de vidéosurveillance, et on va s'intéresser, pour commencer, à la voiture. Le Nissan Frontier à 4 portes, un modèle pas très courant dans la région selon les enquêteurs. Les enquêteurs, justement, découvrent que la voiture en question patientait sur le parking de l'école Godard, situé pas très loin du domicile avant le meurtre. D'après certains témoignages, cette voiture a même été vue en train de circuler dans le quartier dès 2h du matin. Ça veut dire que la voiture attendait le bon moment. La voiture, on l'a vu, s'arrête derrière celle de Lise, en face de la maison, le moteur reste sous le contact et les feux sont allumés comme si le tireur était prêt à repartir immédiatement. Aucune image de vidéosurveillance, et ça c'est vraiment dommage, n'a permis d'enregistrer la plaque d'immatriculation de cette voiture. Dans tous les cas, on voit une personne sortir de la voiture. Alors selon les enquêteurs, le fait qu'il ou elle sorte du côté conducteur montrerait que l'individu était seul dans la voiture. Pas de complice a priori. Regardons maintenant de plus près la silhouette du meurtrier ou de la meurtrière, encore une fois, parce que ça c'est la vraie question qui va se poser tout au long de l'enquête et qui va suggérer plein d'hypothèses, notamment sur Internet. Certains pensent, et vous allez me dire ce que vous en pensez, à une silhouette féminine. D'autres, à un homme qui porterait une robe ou un peignoir avec des bottes pour faire croire à une apparence féminine. Certains parlent aussi de la tenue qui est particulière. On a
quelque chose d'assez large, peut-être un peignoir avec de grandes poches à l'avant, où le tueur aurait pu cacher son arme. Pour d'autres, il s'agirait là d'un déguisement issu de l'univers Star Wars, notamment l'une des tenues emblématiques de la princesse Leia. Est-ce une personne de son groupe de fans de Star Wars, la 501e Légion? Est-ce que ce sont des cheveux longs qu'on voit à l'image ou une perruque? Alors je vais vous donner mon avis, je vais me mouiller un peu sur cette histoire. J'ai passé et repassé en boucle ces images et je pense qu'à 80% qu'il s'agit d'une femme, mais je mets des réserves. Pourquoi je pense ça? Dans la démarche notamment, et par rapport à la taille. Je ne l'ai pas précisé, mais Liz mesurait 1,57 m. Et j'ai l'impression, et ça c'est encore une impression, que la personne qui tue Liz n'est pas plus grande. J'ai l'impression qu'elles font, pas quasiment la même taille, mais il y a peut-être 5 cm de différence. Peut-être que le meurtrier ou du coup la meurtrière ferait 1,65 m. Après, encore une fois, ça ne veut rien dire. Il y a aussi des hommes qui font cette taille-là. Et il y a aussi un élément qu'il faut prendre en compte. Liz est dans son allée et l'allée de Liz est un petit peu inclinée. Donc voilà, Liz est sur le haut de l'allée et celle ou celui qui va lui tirer dessus est plus sur le bas. Après, effectivement, il y a des choses qui font masculin, notamment quand les deux se font face, les gestes de l'individu font homme. D'autant quand la personne part en courant, on a l'impression à un moment donné, regardez, qu'elle met une main sur sa tête comme pour retenir une perruque. Encore une fois, était-ce un homme qui a voulu se faire passer pour une femme? Toujours est-il que le meurtrier ou la meurtrière était expérimenté, voire professionnel selon les enquêteurs, et il y a plusieurs éléments qui vont dans ce sens. Quand on zoome sur les images du meurtre, on a l'impression que le meurtrier ou la meurtrière ne fait pas face à beaucoup de recul quand il tire. Et il tient assez facilement son revolver d'une main. Et je pense qu'on est d'accord là-dessus, une personne qui tirerait pour la première fois ferait forcément face à des reculs au moment des coups et tirerait avec les deux mains. Cette personne a aussi une bonne condition physique puisqu'elle part en courant de la scène de crime. Vous le voyez, à aucun moment on arrive à distinguer le visage du meurtrier ou de la meurtrière, même via la Google Nest de la maison, qui, je vous le rappelle, filme elle aussi la scène. Cette Google Nest, justement, elle va être longuement analysée par les enquêteurs, parce qu'il y a une question qui se pose. Que se sont dit Liz et cette personne pendant les 6 secondes où elles se font face avant les tirs? Et là encore, il y a beaucoup de suppositions. Des experts ont essayé de nettoyer les bandes audio. Et voici ce qu'on entendrait. On entendrait un « good morning » de la part de Liz. Et le meurtrier aurait dit avant de tirer « I've got you bitch ». Ce qui pourrait aussi faire penser à une vengeance. On a aussi l'impression que la voix, du coup, est plus grave. Donc, ça pourrait finalement être un homme. Mais encore une fois, c'est à prendre avec précaution, parce que l'audio est de mauvaise qualité. Est-ce que Liz connaissait cette personne? Probablement que non. Dans la façon où elle dit bonjour. C'est assez impersonnel. Après, encore une fois, faut pas oublier que la personne était peut-être grimée, déguisée. Et si le tueur avait été envoyé par quelqu'un d'autre pour commettre ce crime? Il y a un détail qui trouble les enquêteurs. Le fait que le tireur soit repassé devant la scène du crime après s'être enfui. Comme s'il voulait s'assurer qu'Elisabeth était réellement morte et qu'elle ne se relevait pas. Si c'était un tueur à gages, comme certains l'ont théorisé sur Internet, peut-être qu'il devait retourner en voiture pour prendre une photo du corps d'Elisabeth allongé dans l'allée. Le détective chargé de l'affaire va dire ceci. J'ai l'impression que le meurtrier a appelé le commanditaire pour dire « Hey, le travail est fait ». Et ensuite, cette personne lui aurait dit « Vous êtes sûr qu'elle est bien morte ?»
et il serait repassé devant pour vérifier. À noter aussi qu'il y a une rumeur qui court selon laquelle le tireur aurait remis à Elizabeth un objet avant de la tuer. Un objet qui aurait été trouvé sur les lieux du crime et qui pourrait être accompagné d'une note. Alors, les enquêteurs n'ont pas parlé publiquement de cette rumeur, c'est quelque chose qui tourne sur Internet, ça n'a pas du tout été confirmé, mais il s'agit peut-être d'une facette de l'enquête que les autorités ont en leur possession, qu'ils ne veulent pas dévoiler. Peut-être qu'ils ont un nom, qu'ils ont quelque chose, mais qu'ils n'ont pas de preuves. Quelles sont maintenant les hypothèses qui ont été avancées sur cette affaire? On va s'intéresser déjà au motif. C'est quoi le motif de ce meurtre? Ce qui est sûr, c'est que Liz n'est pas une victime au hasard. Il ou elle l'a attendue. Le tueur savait-il que Liz préparait une vente et donc qu'elle serait dans son allée? Liz n'avait pas beaucoup parlé de sa vente, souvenez-vous. Il y avait très peu de gens qui étaient au courant, seules quelques affiches étaient placardées dans le quartier. Alors, le meurtrier est-il un voisin? Une voisine? Quelqu'un du quartier justement? Ce qui est sûr en tout cas, et ce qu'on peut avancer, c'est que le vol n'était pas un motif. Rien parmi les objets qu'il y avait n'a été touché par le tueur ou la tueuse, y compris les biens précieux et environ 100 $ que Liz avait retirés pour faire de la monnaie. Avons-nous affaire ici à de la jalousie? Beaucoup d'internautes et de discussions en ligne pointent du doigt la 501e Légion. Vous savez, ce groupe de fanatiques de Star Wars, ils font du cosplay, ils font du bénévolat dans les hôpitaux, ils font des représentations lors d'événements. Peut-être y a-t-il parmi eux quelqu'un qui était envieux d'Elizabeth ou de Sergio. Quoi qu'il en soit, on le répète, ce meurtre est personnel. Le suspect a tiré 3 fois sur Elizabeth dans la poitrine et 1 fois dans la tête. Le dernier tir a été tiré dans la direction de sa bouche, ça veut dire que le tueur ou la tueuse voulait s'assurer qu'Elizabeth meure. Sergio, le mari de Liz, est-il dans le coup? La police s'est penchée plus précisément sur son cas. Après avoir appris qu'il risquait de bénéficier d'une assurance d'environ 250 000 $ à la suite de la mort de sa femme. Une somme qui pouvait doubler, écoutez bien, en cas d'assassinat ou de mort accidentelle. Cependant, il a passé un test polygraphique et l'examen de ses finances n'a révélé aucune anomalie qui pourrait le relier au meurtre. Sergio n'a jamais été inculpé, mais pourtant, les médias, les gens sur Internet, n'ont pas été tendres avec lui. En fait, les gens ont trouvé que Sergio n'avait pas l'air très affecté par la mort de Liz. Par exemple, il ne pleurait pas lors d'interviews. Il y en a beaucoup qui ont analysé son comportement lors de ces interviews et qui ont remarqué qu'il répétait les mêmes choses comme si tout était automatisé, comme s'il avait répété ce qu'il devait dire. Il y en a qui ont comparé même les interviews en disant, en montrant surtout, parce qu'on a les interviews, en montrant il a dit ça dans cette interview et il dit les mêmes choses dans l'autre interview. En plus de ça, selon certains, il a refait sa vie. Et ça, c'est pas bien. Il a rencontré Amber dans un groupe de soutien. Elle venait de perdre sa sœur. Et en fait, le deuil les a rapprochés. Ils se sont mis ensemble en 2020, donc 1 an après la mort de Liz. Et ça a choqué beaucoup de personnes. Question qu'on pourrait se poser, pourquoi n'a-t-il pas le droit de refaire sa vie? En quoi refaire sa vie serait le signe qu'il est coupable? C'est difficile d'aller sur l'hypothèse de Sergio, vous allez me dire ce que vous en pensez. Et puis ce n'est pas sa carrure sur la vidéo, là on est d'accord là-dessus, mais peut-être qu'il aurait pu engager quelqu'un pour faire ça. Autre théorie qui a été avancée, qui moi me paraît peu plausible, mais pourquoi pas, est qu'il y aurait eu une erreur de personne. Le nom Barraza, c'est un nom courant au Texas, et peut-être qu'une autre Liz Barraza était ciblée. Mais la police ne croit pas trop en cette hypothèse, tout comme les parents de Liz, pour eux, c'est très peu probable. Pour les parents, justement, le meurtre était prémédité. Tout va dans ce sens-là. Le tueur savait quand Sergio partirait au travail. Le tueur ou la tueuse savait quand Liz serait seule. Le tueur ou la tueuse savait où se situaient les caméras. Les parents pensent qu'il peut s'agir d'un tueur à gages. Un autre suspect va faire son apparition dans cette affaire et le nom de ce suspect va être apporté par Sergio lors d'une interview. Voici ce qu'il raconte. Il pense qu'une autre personne est l'assassin de sa femme. Et tenez-vous bien, il suspecte son propre père, le beau-père de Liz.
Selon lui, son père est un coureur de jupons qui trompe sa mère et qui gaspille de l'argent pour ses nombreuses conquêtes. Ça déstabilise l'entreprise familiale. Et surtout à cause de ça, Sergio n'est pas payé. Selon Sergio, Liz était inquiète de cette situation et a confronté son beau-père lorsque le dernier chèque de paye de son mari a été rejeté. Certains ont émis l'hypothèse qu'il avait peut-être été mis au courant de l'existence de l'assurance et a décidé de tuer sa belle-fille pour résoudre les problèmes financiers. Cependant, les enquêteurs n'ont rien trouvé dans ce sens. Ils n'ont rien trouvé qui lie le père de Sergio au meurtre, après avoir minutieusement examiné ses enregistrements d'appels et ses finances. Petite parenthèse, pourquoi analyser les finances ? Parce que si par exemple le père avait payé un tueur à gages, ça se serait vu sur les comptes. Une récompense de 50 000 $ est proposée pour tout renseignement qui ferait avancer l'enquête. Les parents de Liz et Sergio attendent que justice soit faite. Pour eux, mais surtout pour Liz. En février dernier, un hommage a été rendu et un banc dans un parc a été commémoré en son nom pour que le souvenir de Liz Barraza reste à jamais dans les cœurs. La maison dans laquelle vivaient Sergio et Elisabeth Barraza appartient maintenant à une autre famille. Sergio l'a vendue l'année suivant le meurtre d'Elisabeth. Quand il a expliqué tout ça à la presse, il a raconté qu'il ne se sentait plus en sécurité. C'est vrai que désormais, on sait où il vit et surtout, on est toujours à la recherche de l'assassin de sa femme. Encore aujourd'hui, même s'il a refait sa vie, même s'il ne fait plus parler de lui, même s'il ne donne plus d'interviews, beaucoup de personnes, des enquêteurs en ligne notamment, pensent qu'il est partiellement responsable de ce crime, même s'il a été incroyablement coopératif avec les enquêteurs et que les enquêteurs n'ont rien trouvé, n'ont trouvé aucune preuve indiquant qu'il avait une liaison, par exemple, ou toutes sortes de relations malsaines avec quelqu'un au moment du meurtre. Cela étant dit, la police continue toujours d'insister sur cette affaire. L'affaire est toujours en veille et personne n'est mis à l'écart. Tout le monde est plus ou moins considéré comme suspect. Au cours des 2 années qui ont suivi la mort d'Elisabeth, Sergio a tenté de passer à autre chose et demeure en contact étroit avec la famille d'Elisabeth. Au moment où j'enregistre la vidéo, en avril 2025, on ne sait toujours pas qui a pu tuer Elisabeth Barraza. Les policiers évidemment continuent d'enquêter sur cette affaire, mais il n'y a pas de nouveaux éléments qui ont été apportés au dossier. Les seuls éléments qu'on trouve, encore une fois, c'est quand on fait des recherches sur Internet. Et encore une fois, à chaque fois, c'est le nom de Sergio qui arrive en tête. Pour beaucoup, il a un lien avec la mort d'Elisabeth, avec la mort de sa femme, un lien de près ou de loin. J'ai du mal à avoir un avis là-dessus. Ça va pas être facile à vivre de son côté. D'ailleurs, il s'est fait très discret. Il donne beaucoup moins d'interviews. Il sait que quoi qu'il dise, quoi qu'il fasse, on va forcément lui reprocher quelque chose. Je sais pas ce que vous pensez de tout ça. Qui, selon vous, a pu tuer Elisabeth Barraza ? Avons-nous affaire ici à un meurtre prémédité, à un meurtre commandité, à une jalousie ? Était-ce quelqu'un du quartier ? Quelqu'un qui faisait partie de l'association? J'attends vos commentaires et essayez de donner des pistes que je n'ai peut-être pas abordées dans cette vidéo, des choses que vous auriez vues peut-être passer également sur Internet. On se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Prenez soin de vous et n'oubliez pas, la vérité n'est jamais très loin. Salut!